Nouvelle rencontre ce jeudi 23 mars 2023 au sein du CMGF, le congrès de la médecine générale, et nouvelle rencontre avec le docteur Nicolas Pris. Bonjour Nicolas Pris. Bonjour. Alors vous êtes médecin et vous êtes surtout aujourd'hui, c'est pour cela que je vous reçois, vous êtes le président de la MILDECA. Alors la MILDECA, c'est la mission interministérielle de la lutte, je le lis pour ne pas me tromper, enfin on vous connaît bien, contre les drogues et les conduites addictives. Alors c'est effectivement une mission qui est connue, qui a des missions précises de lutte contre les addictions, contre les drogues. Précisez-nous peut-être, parce que je suis sûr que dans le fond tout le monde ne sait pas exactement l'ampleur et l'importance de ces missions. Ce qu'on essaye de faire, c'est de coordonner le travail des administrations, des différents ministères, des agences également, pour lutter contre la fréquence d'usage et les conséquences d'abord des produits licites, le tabac et l'alcool, des drogues, les produits illicites, et puis désormais d'un certain nombre de comportements sans produits, qui sont par exemple les jeux de hasard et d'argent, l'usage excessif des écrans ou l'usage des jeux vidéo. Et on dispose d'une petite équipe, on est simplement une trentaine, qui ont des spécialités très différentes, qui traduisent en fait un peu tous ces leviers qu'on peut essayer d'activer au niveau national, mais j'insiste aussi beaucoup au niveau territorial. Alors il y a des gens comme moi qui viennent de la santé. Il y a aussi des gens qui viennent du secteur de la justice, de la police, de la gendarmerie, pour le segment, j'allais dire, un peu régalien. Il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qu'il faut faire davantage respecter. Il y a des gens qui sont spécialistes de tout ce qui a trait à l'éducation, à la façon dont on traite cette question aussi dans le milieu de l'entreprise, c'est extrêmement important. Et puis des chercheurs, des gens qui travaillent la question du point de vue de l'objectivation des données, de façon à ce qu'on appuie toujours notre politique publique sur des choses tangible. Et puis enfin, on a un segment qui est assez important d'action à l'international. Oui. Alors d'abord, effectivement, vous nous rappellerez quels sont les risques, les principaux, en tout cas en France, ou dans nos types de pays. Pour autant, comment travaillez-vous réellement avec les autres intervenants? Alors je pense à Santé publique France, peut-être, la Haute Autorité de Santé, les agences régionales de santé, la DGS, enfin, etc. etc. Dites-nous pour que Nous, on est dans un rôle à la fois, j'allais dire, de coordination de l'ensemble de ces acteurs au niveau national, d'impulsion d'actions, d'initiatives expérimentales dès lors qu'elles concernent l'interministérialité, c'est-à-dire qu'elles vont embarquer plusieurs segments. Il y a des articulations très, très précises, notamment entre santé et justice. On n'imagine pas, mais la question de la prévention de la récidive, de la commission d'un certain nombre de violences en France passe par la question de la résolution de l'imprégnation alcoolique de la personne qui peut les commettre, par exemple. Donc c'est ce genre de choses que l'on essaye de faire pour faire un peu le go-between sans avoir une autorité hiérarchique très forte. Ça ne retire rien, bien sûr, à tout ce que savent faire tous nos collègues, Santé publique France, qui évidemment a un savoir-faire extrêmement précis en matière de marketing social, de campagne d'information. Nous, on en fait aussi, à notre niveau, sur d'autres produits, d'autres temps de vie. Voilà, mais c'est plutôt un rôle d'assemblier, de coordonnateur et de définition, on vient de la publier la semaine dernière, de la stratégie interministérielle. Et qui suit l'avancée de la science, disons, sur ces sujets-là, qui fait les recherches? Est-ce que vous y impliquez? Est-ce que vous en déclenchez? Alors, nous, on en déclenche bien sûr. D'abord, on a un opérateur qui nous est rattaché, qui est celui qui produit le plus de données sur le sujet et de données fiables. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, qui a publié d'ailleurs... Qui dépend de qui? Qui dépend de nous hiérarchiquement, mais c'est ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public qui réunit plusieurs ministères. On n'intervient absolument pas évidemment sur la question scientifique, la ligne, on va dire, l'indépendance des chercheurs. Ça, c'est un des gros producteurs de données. Santé publique France, le baromètre santé, le baromètre tabac, évidemment, est un gros producteur de données. On stimule aussi des équipes de recherche dans divers secteurs. Il y a chaque année, grâce au Fonds de lutte contre les addictions, qui est un des mécanismes de financement importants qu'on partage avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé et de la Prévention, un appel à projet qui est conduit par l'Institut national du cancer et l'Institut de recherche en santé publique. Voilà. Mais on essaie, tant qu'on a une interrogation sur la réalité d'un phénomène, sur les déterminants qui conduisent à des consommations, sur les conséquences, et finalement un peu de plus en plus en termes d'évaluation de la réponse publique, d'essayer de trouver une réponse de nature scientifique.
Par exemple, d'ailleurs, sur le cancer, parce que alcool, cancer, tabac, cancer, drogue, cancer, par exemple, enfin, ce sont ce sont effectivement des pistes de recherche. C'est des pistes de recherche, on en sait déjà quand même beaucoup sur le sujet. Le problème est un peu le segment d'après, c'est-à-dire la diffusion de résultats. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du consommation d'alcool et cancer du sein, chez la femme, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, alors qu'en réalité, c'est un des déterminants de la survenue du cancer du sein chez la femme. Vous pensez que les médecins le savent ? Je pense que certains le savent, sans doute pas tous encore. Quels sont aujourd'hui, si on devait, comme ça, en quelques instants, brosser un peu le tableau, les risques principaux, notamment dans votre champ qui est vaste ? Le champ est vaste. Les deux premiers déterminants de la santé en France, de la mortalité prématurée évitable, restent le tabac, 75 000 morts par an. On est à peu près, sur un an, on tue à peu près en même proportion que ce qu'a tué le Covid sur 2 ans et des petites poussières. On est 160 000 morts sur 2 ans et quelques avec le Covid. Le tabac, c'est 75 000 morts chaque année. Et ça se répète tous les ans, cette affaire-là. Donc ça, c'est le premier déterminant, premier facteur de risque de cancer. Le deuxième déterminant, c'est évidemment la consommation d'alcool. 41 000 morts, deuxième facteur de risque de cancer. Quelque chose qu'on ne sait pas assez, alors ce n'est pas strictement médical, mais en tant que citoyen, ça nous intéresse. 30 à 40% des violences du quotidien, particulièrement des violences intrafamiliales, particulièrement des violences sexuelles et sexistes, sont commises sous l'influence de l'alcool. C'est un vrai nœud dans la société entre, évidemment, la défense de la culture, la défense du terroir, la défense d'une filière, et puis des impératifs de santé publique, mais aussi de sécurité et de tranquillité publique. Un mot sur les drogues, les autres, les dures, les moins dures, mais enfin... Oui, elles sont toutes des drogues, c'est-à-dire qu'elles ont toute cette capacité à créer de la dépendance. Et évidemment, le premier produit auquel on pense, c'est le cannabis, avec un usage qui s'est largement banalisé, avec 900 000 usagers quotidiens, pour ne citer qu'un seul chiffre en France. Un sujet de préoccupation majeure, ce sont plutôt aujourd'hui les drogues psychostimulantes, au premier rang desquelles la cocaïne, dont le petit frère n'est rien d'autre que le crack. C'est le même produit qui est transformé avec une étape de plus. La cocaïne aujourd'hui est très recherchée pour ses propriétés psychostimulantes à des fins festives, de performance professionnelle ou de performance sexuelle. On sait aujourd'hui que le problème est devant nous, puisqu'on a une vague avec un transport du produit qui se fait massivement depuis les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud dans nos ports et aéroports. On sait qu'il y a une appétence des personnes pour ce produit, et donc ça, c'est un vrai gros sujet. Ouais. Femmes, jeunes, hommes Oui, femmes. Alors, sur les jeunes, peut-être c'est important à ce stade de signaler que... Alcool compris d'ailleurs, reprenons un peu les comportements selon les... Le fameux OFDT dont je vous parlais tout à l'heure, l'Observatoire français, a publié la semaine dernière des chiffres qui concernent les jeunes de 17 ans. Ils font une enquête très régulièrement à l'OFDT, tous les 3-4 ans, qui s'adresse aux jeunes qui font les journées de défense et citoyenneté. 25 000 jeunes pratiquement sont interrogés, même proportion hommes-femmes, échantillon strictement représentatif de la population générale des jeunes de 17 ans. La très bonne nouvelle qu'on a eue la semaine dernière, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est que sur tous les produits, on observe une baisse importante qui dure déjà d'ailleurs depuis 2014. Vous parlez de quoi là? Des drogues, de l'alcool? Je parle du tabac, oui. De l'alcool, des drogues et de toutes les drogues. Donc on a une baisse. Je vous donne un exemple. En 2017, 25% des jeunes de 17 ans fumaient tous les jours des cigarettes, du tabac. Ils ne sont plus que 15%. Depuis 2017, on a perdu 10%. Attendez, on est passé de 25%, de jeunes qui avaient un tabagisme quotidien en 2017 à 15%. On a aujourd'hui 20% des jeunes de 17 ans qui n'ont jamais bu une goutte d'alcool. Et là encore, sur le cannabis, troisième exemple, on a une baisse des consommations qui est importante et qui est tendancielle sur un temps plus long que les mesures en 2017 et 2022. Donc ça, c'est vraiment des résultats qui nous encouragent. Alors, à ceci près, parce que ça, c'est quand même important, que les jeunes
voient une augmentation importante de leur consommation de cigarettes électroniques. Vous avez vu l'offensive commerciale massive avec des produits tels que la puff, la cigarette électronique jetable, colorée, aromatisée, qui fait des dégâts maintenant très jeunes. Ce produit est un désastre de santé publique et un désastre pour l'environnement. Vous avez à l'intérieur un dispositif chauffant, une petite pile, un machin, du plastique partout. On tire dessus pendant quelques jours, on la jette. C'est une possible entrée dans le tabagisme. C'est de toute façon quelque chose, et on le sait en tant que médecin, tout ce qui signale sur cet organe particulièrement fragile qu'est le poumon, honnêtement, il vaut mieux éviter. Oui. Donc on a clairement un souci avec ce produit. Le deuxième souci qu'on voit, alors je ne sais pas si ça traduit strictement ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, mais on voit que les jeunes qui sont interrogés dans cette enquête et qui sont en apprentissage restent avec des niveaux de consommation, tous produits confondus, qui sont plus élevés que ceux qui sont dans l'enseignement ordinaire traditionnel. Je sais bien que l'apprentissage a aujourd'hui des lettres de noblesse qu'il n'avait pas il y a quelques années, mais il n'empêche qu'on a quand même plutôt là une proportion de jeunes issus de familles qui ont plus de difficultés. Donc une grande vigilance quand même sur ces deux situations, les cigarettes électroniques et puis finalement l'origine qui traduit les consommations à l'âge adulte. Mais quand même, réjouissons-nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la prévention que l'on fait, et j'inclus dedans un large panel d'acteurs, c'est pas la Mildeka, c'est surtout les gens qui sur le terrain, qui soient les profs dans les collèges et les lycées, qui soient les médecins généralistes, les agences comme Santé publique France, tous ceux qui se mobilisent pour essayer de débanaliser l'usage précocement. Et ça a un sens très particulier parce que ces produits, et en particulier le cannabis et l'alcool, sur des cerveaux en maturation, et le cerveau il est en maturation jusqu'à 25 ans, donc ce cerveau dont l'architecture est en train de se construire, ils ont tous un impact très durable sur le cerveau. D'où les troubles que l'on voit très bien et qui sont assez mal connus de la consommation de cannabis durant l'adolescence, problèmes de mémoire, problèmes de concentration et donc problèmes scolaires. Donc c'est plutôt sympa de se dire qu'on sait un peu mieux faire qu'avant. Le temps passe malheureusement, c'est passionnant tout ça. Vous intervenez dans le congrès, oui. Vous intervenez quand ? À 16h30. À 16h30, donc on viendra vous écouter. Cela étant, et sur les autres addictions que vous avez évoquées, c'est-à-dire le jeu, est-ce que vous vous intéressez également au portable ou non ? Oui, alors on s'intéresse à ce qu'on appelle l'usage excessif des écrans. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il y a un débat pour se dire est-ce que c'est vraiment une addiction ou pas ? Ça dépend de plein de facteurs, de l'accompagnement, du contenu, de la fréquence d'usage. Il n'empêche que chez les plus jeunes, encore une fois, on sait que si on passe trop de temps sur un écran, on passe à côté d'un certain nombre d'opportunités qui permettent à un individu de se construire, d'avoir des interactions avec d'autres personnes, de les regarder, de les toucher, de les sentir. Mais nous sommes tous en contradiction avec nous-mêmes. Nous poussons et nous incitons celles et ceux qui nous suivent, qui s'intéressent à la musique, à nous suivre quand même sur leurs écrans pour écouter nos entretiens. Alors, cela étant, et on va terminer par cette question, vos relations avec les médecins, et notamment avec les médecins généralistes. Oui, alors elles passent par le Collège de médecine générale, avec qui on a un partenariat maintenant depuis 4 ans, je crois. Et ça a été formidable, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que vu la masse de personnes concernées, on ne garde pas uniquement la question du repérage des conduites addictives, des consommations, pour faire simple, à des spécialistes. Ils ne sont pas assez nombreux, on a un phénomène de masse, il faut bien que ce soit tous les professionnels de premier niveau, de premier recours, appelons ça comme on veut, qui fassent ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Pour ça, avec le CMG, on a élaboré un kit addiction avec des fiches extrêmement simples et pratiques, un recto verso sur tabac, alcool et des tas d'autres produits pour démontrer ce qui peut être fait raisonnablement dans le cadre d'une consultation médicale. À nous après, avec le ministère de la Santé et la Prévention, l'assurance maladie, d'assurer aux généralistes le réseau d'aval pour que quand la situation le dépasse, ils puissent adresser, et surtout pour le bien-être du patient. Docteur Nicolas Prise, président de la Mildeka, j'étais très content d'avoir cet entretien avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous.